Merci beaucoup, Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur de sociologie politique à l'université Paris-Nanterre, parfois invité aussi à l'université de Louvain-la-Neuve, et je suis membre du comité d'histoire du ministère de la Culture. Vous voyez sur vos écrans petit à petit apparaître les autres membres de ce panel, et par ordre de comparution, Sylvie Robert, suivi de Noël Corbin, de Laurent Roturier et de François Poutier. Dans un petit instant, je vous en dirai plus long sur leur statut actuel. Leur parcours serait beaucoup trop long à résumer, malgré leur jeunesse insolente. Mais ce qui importe surtout, c'est que nous faisions le lien entre ces constats juridiques et les perspectives politiques et pratiques qui peuvent s'offrir à la mise en œuvre des droits culturels. Alors, la précédente table ronde n'a pas caché la relative étroitesse et même l'ambiguïté des bases juridiques actuellement reconnues aux droits culturels sur un plan international, européen et national, qu'il s'agisse de les analyser comme des droits libertés, comme l'a dit en introduction Marie-Vonne de Saint-Pulgent, droit 2, ou des droits créances, droit A, et ajouterais-je qu'il s'agisse de considérer dans leur dualité plutôt leur aspect déclaratif ou leur aspect performatif. Sont-ils des droits précis? Peuvent-ils devenir opposables à tous? Enfin, le débat, vous l'avez vu, est riche sur le sujet. Mais pour reprendre la conclusion de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, je dirais que si ces droits sont trop ambitieux, il ne faut peut-être pas s'en inquiéter, au contraire peut-être s'en féliciter. Je crois que les droits de l'homme et du citoyen, que ce soit dans la version 1789 ou 1948, étaient extrêmement ambitieux et ne cessent de l'être d'ailleurs aujourd'hui dans leur application. On peut penser que cette ambition est un aiguillon de la volonté publique et un instrument d'expression à saisir par les citoyens. Alors, ce qui est frappant, c'est que en France en particulier, où l'on aime beaucoup discuter à l'infini des paradigmes, des concepts et des référentiels, la conception, l'élaboration des politiques culturelles n'échappe pas au débat sur les bases de détermination des droits culturels. C'est-à-dire que le débat un peu théorique et juridique qui vient d'avoir lieu, il se reproduit sous d'autres formes à l'échelle des personnes, des groupes, des collectivités, des régions, de la nation. S'agit-il d'un droit individuel ou d'un droit collectif, d'un droit de groupe, comme on le dit dans la déclaration de Fribourg de 2007? Est-ce applicable à l'échelle d'une minorité ethnique ou d'un groupe socio-linguistique à l'échelle de la communauté internationale? Bref, ces questions nous emmènent souvent très loin. Le plus intéressant à l'échelle locale ou sectorielle, c'est que bien souvent, on constate que chez les acteurs, qu'ils sont souvent porteurs d'une conception assez, disons, ontologique de ces droits, en insistant volontiers soit sur l'aspect d'affirmation identitaire, soit plutôt sur l'aspect de revendication de participation à la vie culturelle. S'agit-il de défendre ou de définir des identités, ou s'agit-il de multiplier les opportunités de la construire dans l'échange et dans la rencontre? Alors, les rapports entre ce référentiel un peu nouveau et ceux de démocratisation culturelle et de démocratie culturelle qui sont encore présentes dans notre vocabulaire et jusque dans l'intitulé de la nouvelle délégation dirigée par Noël Corbin, n'est pas sans heurts non plus, car beaucoup des défenseurs du concept d'égalité d'accès à l'offre culturelle s'inquiéterait de ce qui pourrait apparaître comme un renoncement au nom
de la culture déjà héritée ou déjà en acte des individus. Et puis, le débat porte aussi sur les modes de prise en compte de ces aspirations. C'est-à-dire que s'agit-il de repenser la politique de l'offre comme une politique descendante, mais qui doit s'adapter aux conditions du terrain et aux attentes des populations, ou est-ce qu'il faut élaborer une politique de la demande en se méfiant, évidemment, de l'interprétation de cette demande qui pourrait être faite par les algorithmes des industries de programme. Donc, est-ce que cette opposition, ce clivage d'ailleurs, est encore pertinent quand on met en œuvre les droits culturels? Et enfin, évidemment, c'est le plus important, quelles sont les responsabilités publiques qui découlent de la transcription juridique de ces droits? On l'a rappelé dans la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République en France, et dans la loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine. Est-ce que cette inscription a une traduction obligatoire dans les cahiers des charges des établissements subventionnés et dans les conventions de partenariat entre les différents opérateurs? Et de mon point de vue d'analyste des politiques culturelles territoriales, je me demande aussi quelle est l'échelle pertinente d'expérimentation de ce qui s'apparente à une co-construction des politiques culturelles. Est-ce que c'est le territoire intercommunal, le département, la région? Faut-il tenir compte des segmentations par branche ou par discipline artistique, ou au contraire les remettre en cause? Enfin, sachant la particularité de la politique culturelle nationale française, qui s'est beaucoup appuyée sur des réseaux d'établissements labellisés et des grands opérateurs nationaux, doit-on considérer que ceux-ci sont des acteurs pionniers de la mise en œuvre des droits culturels, ou doit-on au contraire les soupçonner de quelques résistances ou réticences, de crainte que cela n'implique des redistribution de crédits qui leur soient défavorables? Bref, quelle est leur philosophie du partenariat? Alors, on ne va pas disserter sur tout cela, parce que le plus important, évidemment, c'est de savoir déjà comment les politiques publiques à l'échelle territoriale, régionale et évidemment nationale ont déjà commencé à évoluer sous ce que je définissais tout à l'heure comme un aiguillon. Comment on passe d'un régime déclaratif à une application résolue, et d'une phase d'expérimentation qui a déjà été riche depuis quelques années, comme cela nous a été d'ailleurs rappelé tout à l'heure par Christelle Gouet, à un stade de méthodologie différente, transformation des modalités même de construction des politiques culturelles. Alors pour cela, on va d'abord entendre Sylvie Robert, qui est sénatrice d'Ille-et-Vilaine depuis 2014, qui lui a permis d'ailleurs d'être parmi les marraines de cette inscription législative des droits culturels. C'est aussi une ancienne vice-présidente du Conseil régional de Bretagne pendant 4 ans, et elle a été plus longtemps encore, pendant près de 12 ans, adjointe au maire de Rennes et très impliquée sur les dossiers de la culture. On entendra après Noël Corbin, donc, qui est le délégué général à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle au ministère de la Culture, dont il a lui-même conduit la préfiguration. Auparavant, il a été directeur des affaires culturelles de la ville de Paris jusqu'en 2017, et il est inspecteur général des affaires culturelles et connaît bien la maison culture pour avoir été déjà le secrétaire général adjoint de ce ministère. Laurent Roturier, pardon, est directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France. Il a été nommé en 2019. Il préside l'association des directeurs régionaux des affaires culturelles, et c'est vrai que dans ses précédents postes, il a fait déjà un petit tour de France. Il a été en Occitanie de 2016 à 2019 et en Midi-Pyrénées de 2013 à 2015. Et enfin, mon collègue
François Poutier, professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne, est aussi un ancien directeur de l'Institut départemental de développement artistique et culturel, donc IDAC 33, donc quelqu'un qui a mis en pratique sur des territoires, chercheur associé au laboratoire Passage, et il a, parmi ses nombreux travaux récemment, dirigé avec Christophe Miqueux la fabrique territoriale de l'éducation artistique et culturelle à la librairie des territoires. Alors, je me tourne tout de suite vers Sylvie Robert pour lui demander, en Bretagne en particulier, et au niveau de la métropole rennaise comme de l'ensemble de la région, en quoi, selon elle, les lois NOTRe et LCAP ont pu créer des obligations et qu'est-ce que ça change dans les modalités de construction de politiques qui doivent désormais impliquer une beaucoup plus grande participation des citoyens, non seulement dans leur application, mais aussi dans leur conception. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup en tout cas. Finalement, ça me retourne 6 ans en arrière, puisque quand même, il faut savoir que la loi NOTRe, c'est 2015 et la loi LCAP, c'est 2016. Nous sommes en 2021. Ça fait maintenant 6 ans qu'on parle des droits culturels. Et je peux vous dire qu'à l'époque, et je répondrai à tes questions, Emmanuel, hein, mais c'est important quand même de montrer que c'est un processus et que c'est finalement, c'est un mouvement qui est en train je dirais, de se traduire en actes, c'est-à-dire en politique publique, mais à l'époque, en 2015, le fait d'avoir inscrit ce concept de droit culturel est passé presque inaperçu. Qui peut me dire aujourd'hui, qui se souvient que la référence au droit culturel était inscrite dans la loi NOTRe? C'est après, dans les débats, mais sur le moment et en séance, je peux vous dire que c'est passé comme quelque chose de presque inaperçu. En 2016, c'est vrai que la loi LCAP l'a consacré encore et c'était en tout cas extrêmement important parce que c'était pour nous législateurs la possibilité en tout cas de s'interroger sur finalement la politique publique de la culture, son efficience et sur sa capacité politique de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, à répondre aux défis du monde. Les défis du monde actuel, ils sont absolument gigantesques. On parle de mobilité physique et numérique, de monde globalisé, de monde fracturé. Et regardez, après la pandémie, encore plus territorialement et encore plus socialement. Donc, ça va encore avoir des dimensions supplémentaires. Et on parle aussi, à l'époque, il y avait des innovations, je dirais, très intéressantes, horizontales, qui commençaient à faire participer un certain nombre de citoyens comme co-constructeurs, c'était le grand mot, hein. Alors maintenant co-élaborateurs, co-construction des politiques publiques, c'est-à-dire cette façon à un moment d'associer des habitants à l'élaboration d'une politique publique. Donc je pense qu'il faut vraiment, et moi j'ai bien entendu tout ce qui s'est dit sur le plan du droit, et d'ailleurs je me dis parfois, comme le poète le dit, une idée devient puissante lorsque son heure est venue. Et je me dis que peut-être 6 ans après, la notion de droit culturel, et peut-être que Noël nous le dira au niveau de l'État, mais en tout cas, prend une dimension particulière et se traduit vraisemblablement différemment en politique publique, que ce soit au niveau territorial ou au niveau national. Et je crois que c'était en tout cas pour nous la capacité, en tout cas l'opportunité d'interroger eh bien la liberté de création, la liberté de diffusion, la place de l'individu dans les politiques publiques, et puis aussi sa participation, comme vous l'avez dit dans la première table ronde, à la vie culturelle. Ça n'est pas pour rien que, et là je vais arriver je donnerai des exemples bien évidemment, mais ça n'est pas pour rien non plus que finalement ces débats sont arrivés au Sénat. Chambre des collectivités, où l'idée que finalement l'expérience en pratique des droits culturels puisse finalement se faire dans un environnement territorial particulier, spécifique, où l'idée d'expérimentation, l'idée de différenciation, voire même de décentralisation, était même à l'époque dans nos débats déjà d'actualité. Et quand je vois que bientôt il va y avoir une loi 4D,
dit 4D, où on va reparler de différenciation, de décentralisation, déconcentration, enfin de tous les D que je sais même plus le dernier D ce que c'est, mais bon, ça doit être décomplexification, je ne sais plus. En tout cas, c'est intéressant de voir que là, la question territoriale et la question finalement des personnes, eh bien ces questions-là prennent une dimension tout à fait particulière. Et je le dis d'autant plus que pour moi la question des droits culturels, ça n'est absolument pas une finalité en soi. C'est un processus, c'est un mouvement. Et on voit bien aujourd'hui, comme je le disais, que peut-être eh bien le contexte à la fois politique eh bien peut nous permettre eh bien de renouveler en quelque sorte nos approches politiques dans une je dirais une dimension beaucoup plus démocratique où l'habitant et le citoyen peuvent avoir un rôle, peuvent jouer un rôle. Et là, du coup, ça se traduit forcément dans des outils, dans des cadres extrêmement intéressants et qui, je dirais, aujourd'hui sont à l'œuvre dans pas mal de territoires de notre pays, à travers des lieux, à travers des projets, à travers un certain nombre de politiques publiques. Et je trouve que à l'époque, en 2015, où ce concept, je me souviens très bien, de droit culturel avait soulevé énormément de débats, de passions, de fausses interprétations. On voyait bien que c'était, on touchait là du doigt quelque chose qui était assez sensible. 6 ans après, je trouve que quand on parle de droit culturel, on s'accorde à se dire tout de suite que c'est peut-être une nouvelle façon de penser une politique publique de la culture, une nouvelle façon de forcément de l'appréhender et du coup de mettre en place des nouveaux outils et un cadre différent. Alors si je dis cela, et je vais vous donner 4 exemples qui peut-être vont illustrer mais rapidement cette question de droit culturel. C'est vrai que la notion de droit culturel, moi je l'ai assez vite appréhendée parce que Rennes a mis la ville de Rennes je dirais, a mis en place assez rapidement ce qu'on a appelé une fabrique citoyenne, c'est-à-dire un cadre à l'intérieur à la fois de l'administration, mais au sein de la ville, pour permettre que la participation des habitants à la coélaboration des politiques publiques se fasse de façon à la fois exigeante, claire, mais aussi extrêmement dynamique. Et la culture, forcément, y a pris toute sa place. Et ça a été extrêmement intéressant aussi parce que la question de la démocratie culturelle s'est vue aussi jouer d'une façon un petit peu différente en inscrivant finalement les habitants presque parfois comme des co-élaborateurs d'un certain nombre de politiques publiques. Et ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des habitants s'est vraiment traduit dans la façon de soutenir de nouveaux projets et pas seulement des projets qui lient artistes, professionnels et amateurs. Je trouve que le lien entre amateurs et artistes et professionnels est extrêmement important et aujourd'hui on oublie encore de dire que ça garantit aussi cette notion de droit culturel, mais de traverser comme ça un cadre, je dirais, participatif de démocratie locale, tout simplement, et que la culture y prenne toute sa place. Alors, je ne vais pas vous décliner tout ce qui s'est fait à l'intérieur, mais ça a vraiment permis d'infléchir un certain nombre de politiques publiques. Un autre exemple que j'ai conduit pendant plusieurs années au sein de la ville, je ne sais pas si vous connaissez le projet Pasteur, c'est une réhabilitation d'un bâtiment patrimonial où finalement on s'est dit assez rapidement, si on le garde en maîtrise publique, que eh bien on ne définisse pas a priori un projet culturel, mais qu'on puisse à un moment permettre à ce que l'usager devienne le concepteur, le contributeur, voire même celui qui va progressivement définir le projet culturel. Ça demande, et je le dis parce que quand je parle de processus ou de mouvement, ça demande une méthodologie extrêmement rigoureuse, extrêmement exigeante, où il faut avoir bien à l'esprit que chacun a son rôle,
il n'y a pas de confusion des rôles et des postures entre habitants et élus, qui prend en dernier ressort la décision en tout cas de soutenir, ou en tout cas de qualifier tel ou tel projet. Ceci étant, ça a été une expérience où à la fois on a travaillé sur de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi de la maîtrise d'usage, et où on a vu que participant à un projet en devenir, où il y a finalement une sorte d'appropriation progressive des habitants de ce projet, eh bien, on réussit au bout de 6 ans à finalement définir un nouveau projet culturel qui est quelque sorte la résultante eh bien d'une démarche méthodologique où finalement les habitants ont pu non seulement avoir leur mot à dire, mais concevoir même le projet culturel. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de, je dirais, oui, beaucoup d'exigences. C'est un risque politique. Je le dis d'autant plus que j'ai conduit ce projet et que je peux vous dire qu'à l'époque, c'était tellement facile de dire que dans ce bâtiment-là, on pouvait faire un musée, on pouvait faire un centre d'art, mais quand je disais que je ne savais pas ce que j'allais faire et que c'était finalement cette méthodologie d'appropriation progressive par les habitants d'un projet qui allait finalement révéler ce qu'on allait y faire à l'intérieur, je peux vous dire que c'est quand même extrêmement compliqué. Mais en même temps, on voit là que la question de la transversalité des approches, la question finalement des disciplines, parce qu'on a dans ce projet de la culture, mais du social, on a du numérique, finalement, ça se combine et ça se rencontre de façon extrêmement intelligente. Et c'est peut-être un des seuls lieux aujourd'hui où le champ de l'action sociale rencontre celui de la culture, rencontre celui du sport, rencontre celui du numérique, rencontre celui de l'éducation, voire même de l'économique. Qui peut me dire aujourd'hui quel est le lieu où ça se passe? Donc ça a été assez intéressant. Et pour terminer, je voudrais vous dire que la question de l'évaluation est d'une dimension qu'il ne faut absolument pas négliger, mais sur les nouveaux outils, on parlait de cahier des charges. Moi, j'ai été élue, je suis parlementaire. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions sur la pertinence des cahiers des charges. D'ailleurs, je ne les appellerai plus des cahiers des charges. Je pense que c'est un mot qui n'a plus de sens aujourd'hui. En plus, c'est une charge. Je vois pas comment aujourd'hui on peut se dire que c'est toujours une charge. C'est peut-être plutôt un engagement. C'est peut-être plutôt. Mais surtout, les objectifs des cahiers des charges, les outils qu'on peut mettre à disposition à la fois des collectivités territoriales et du ministère de la Culture. Et comme on est souvent ensemble, c'est aussi intéressant de pouvoir les repenser. Eh bien, la notion de droit culturel, je trouve, prend vraiment tout son sens dans la traduction. Je ne dis pas seulement aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à modifier et à transformer. Et les transformations, si elles sont à l'œuvre, elles sont à l'œuvre lentement, progressivement. Ça va demander aussi forcément une modification dans l'appréhension même des politiques publiques à l'échelle d'un territoire et pour l'État dans sa façon de se positionner aussi avec les collectivités et les acteurs. Donc ça prend du temps, mais je trouve que le mouvement est à l'œuvre. Peut-être sera-t-il à un moment le temps peut-être de les consacrer en droit positif, ou en tout cas dans un futur véhicule législatif pour pouvoir aller plus loin. Mais je n'en suis pas si sûre parce que certes, il n'y a pas de contraintes, mais je pense qu'il y a du coup plus de volonté et surtout plus de lucidité et de clairvoyance à se dire que la question de l'implication des personnes, des territoires, la question de la co-élaboration à l'intérieur d'un cadre défini et du coup de la démocratie locale, dans le mouvement qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre société, cette notion de droit culturel, elle prend vraiment tout son sens. Et c'est peut-être 6 ans après ce moment-là pour pouvoir vraiment les traduire en actes et faire en sorte qu'ils soient du coup, et là, Laurent Roturier est là, Noël est là, donc pour le ministère de la Culture, le moment de pouvoir, avec les collectivités territoriales, modifier forcément ce qui est à l'œuvre depuis 50 ans aujourd'hui, parce que les conventionnements et les cahiers des charges n'ont pas beaucoup changé. Et je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre en termes de pandémie, de crise sanitaire et demain de
tout ce qu'il va y avoir en termes de conséquences, je crois que les droits culturels vont vraiment avoir du sens. J'ai fait mes 10 minutes. Merci beaucoup, Sylvie. Bon, il y a peut-être des différences au micron près entre l'horloge bretonne et l'horloge parisienne, mais tu étais très concise et surtout très concrète. Merci. Je vois que, comme on oppose très souvent dans le débat sur les droits culturels, le droit individuel au droit collectif, voire communautaire, c'est vraiment intéressant que soit mis ici en avant plutôt la distinction et parfois le clivage entre habitants et électeurs. Car effectivement, il y a deux conceptions de la démocratie qui s'affrontent aussi dans cette exigence de participation à la vie publique, hein, le mandat qui a été confié par les électeurs à des élus et aussi le désir d'implication directe de citoyens dans des affaires qui les concernent. Et ce serait, je crois, purement rhétorique de prétendre qu'ils ne sont pas inconciliables et qu'on peut aisément les articuler. Il y a des moments d'opposition entre les deux, notamment parce qu'on sait bien que tous les citoyens ne sont pas égaux devant les conditions de participation à la vie publique, modalité d'expression, prise de parole dans une salle, disponibilité du temps pour un artisan ou pour un agriculteur ou pour un travailleur précaire, ce n'est pas toujours une chose évidente. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans cet appel à la participation. Alors, on reviendra sur plusieurs aspects de cette intervention. J'ai noté au passage que sur l'échelle pertinente de territoire, c'est peut-être le jeu des exemples pris par Sylvie Robert, mais on était plutôt dans la ville ou dans la métropole qu'à l'échelle de la région tout entière. Mais nous savons qu'il y a des expérimentations aussi dans cette région comme dans la région voisine, d'ailleurs des Pays de la Loire, sur la prise en compte des droits culturels. Alors, à l'échelle nationale maintenant, voyons avec Noël Corbin ce que peut changer l'apparition d'un outil de transversalité ou d'intersectorialité. Hein. Attention, comme je sais que Jean-Michel Blanquer nous écoute, je n'ai pas dit intersectionnalité, mais en quelle mesure le ministère de la Culture, en se dotant de cet outil administratif, va-t-il aussi en tirer des conséquences sur la méthodologie et peut-être, pourquoi pas, sur les budgets ou ce que Sylvie Robert n'a pas voulu appeler cahier des charges, mais peut-être relevé d'engagement des établissements labellisés et des opérateurs nationaux. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Maryvonne de Saint-Pulgent. Merci beaucoup à Emmanuel Vallon de m'inviter à participer à cette table ronde. En écoutant la fin de la première table ronde et en écoutant Sylvie Robert, et puis aussi en vous écoutant, Emmanuel, qu'est-ce que va changer cette délégation? En fait, je prendrais les choses à l'envers. Cette délégation est la traduction d'un changement déjà. Et Sylvie, tu dis 6 ans, peut-être effectivement, il est l'heure. L'heure est venue d'inscrire un peu plus positivement dans notre action ce concept des droits culturels. Moi, j'étais longtemps assez, pas forcément mal à l'aise, mais interrogatif face à l'opposition des concepts. Démocratisation avec ce côté parfois un peu descendant d'un savoir ou d'une culture fermée qu'on voudrait rendre accessible à ceux qui en sont loin. Démocratie avec le risque de nivellement du tout est culture, le clivage entre l'offre et la demande, entre l'affirmation identitaire et la participation à la vie culturelle, entre ensuite l'essentialisation et la créolisation. En fait, c'est tout un jeu de polarité qui peut être un peu interrogatif, et c'est autour de cela qu'on a construit le sens de la nouvelle délégation, dont je me suis rendu compte en fait qu'elle se veut une voie moyenne. Elle porte le nom de démocratie culturelle. Elle porte aussi le nom, enfin le terme droit culturel est repris
dans le décret constitutif de la nouvelle organisation. Et puis le programme budgétaire, et pour répondre à une de vos remarques, il existe un budget maintenant dédié qui jusque-là était mélangé avec les dépenses de fonctionnement du ministère, ce qui montrait que ce n'était peut-être pas la priorité, en tout cas dans l'affichage budgétaire. Là, il existe un programme budgétaire qui s'appelle démocratisation. Donc, en fait, la question qui est posée à cette délégation, c'est comment concilier tout cela. Comment concilier la participation de chacun, c'est-à-dire une approche individuelle, avec le regard collectif. Et ça part pour nous d'une réflexion sur ce qu'est la culture. De quoi parle-t-on quand on parle de culture? Et souvent, on ne parle pas de la même chose. Et si on ne s'entend pas, c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose. Parfois, on parle de la politique culturelle comme une politique qui va, et c'est le décret de 1959 qui a été revu pour repartir peut-être un peu plus du côté de la politique de l'offre, donc une politique qui tient aux œuvres culturelles, qu'il s'agisse du patrimoine de la création, et puis la culture au sens anthropologique du terme, qui est ce qui nous tient ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'une cité fonctionne, tient debout, avec l'ensemble de valeurs que l'on peut partager, la capacité à échanger autour de cela. Notre délégation générale, elle se veut à l'intersection de ces deux concepts, c'est-à-dire de manière très pragmatique, considérer que chaque être humain est un être de culture, mais n'a pas accès à la vie culturelle. Et c'est cet accès à la vie culturelle qui nous semble important pour que chacun puisse vivre sa culture, et qu'il y a un système de résonance et de familiarité à développer dans une logique qui est celle des capacités et qui vise à faire tomber les barrières, les freins qui font que tant de nos concitoyens disent « c'est pas pour moi ». Il y a quelques années, j'avais fait avec Éric Orsena un tour de France des bibliothèques, et on doit beaucoup à Sylvie Robert dans ce domaine comme dans d'autres. Nous étions vraiment frappés par le nombre de personnes qui nous disent « en fait, c'est pas pour moi, mais j'ai pas peur, je m'y retrouve ». Et donc, il s'agit de faire tomber des murs de briques, qui sont celles des fractures sociétales, sociales, géographiques, politiques, humaines, physiques, qui font que nos concitoyens disent « c'est pas pour nous ». Notre délégation se situe exactement à ce point-là. Donc, on ne se demande pas si on est plutôt sur la démocratisation ou plutôt sur la démocratie, ou plutôt, on le sait, nous ne partons pas des œuvres d'art, nous ne partons pas des objets culturels. Là, c'est le travail des directions générales, patrimoine, création, médias, qui partent d'un objet pour le rendre accessible. Nous partons des habitants. Et ce terme habitant, vous l'avez employé, est pour nous très important. On le préfère même à citoyen, parce que l'habitant, on ne le situe pas on ne situe pas la personne par rapport à son appartenance à une nation, mais par rapport à son ancrage. Où suis-je? D'où je parle aujourd'hui et maintenant? Nous parlons aussi bien aux citoyens qu'à ceux qui ne… Nous partons, pardon, des citoyens que de ceux qui ne le sont pas, pour construire justement toutes ces familiarités, parce que nous sommes convaincus de la force, et vous évoquiez, Sylvie évoquait un certain nombre de points de porosité. À partir du moment où on part des habitants, la politique culturelle ne peut pas être portée pour nous en silo. Nous allons travailler sur tous les outils transversaux. De l'éveil artistique, on va mettre en place un plan pour les 1000 premiers jours qui font que le son, l'image, dès l'enfance, dès la petite enfance, doivent être mises à disposition de tous pour que chacun construise son petit panier et le fasse prospérer à l'âge adulte. Donc, je dirais la traduction de ces quelques principes que j'évoquais, c'est d'abord la porosité. On travaille la politique culturelle en étroite interaction avec l'ensemble des politiques publiques parce qu'elle est une politique publique. Par exemple, on va travailler dans les mois qui viennent sur le sport. On va travailler sur la santé. Nos concitoyens âgés ont énormément souffert. Donc, le travail que nous faisons est un travail de proximité, de porosité, et aussi, comment dire, j'allais dire même de manière thématique, des résidences d'art visuel qui peuvent intégrer de la danse avec des pratiques amateurs en monde rural. On construit des ensembles et des synergies
qui font que, par un biais ou par un autre, nos concitoyens peuvent s'y retrouver. Donc, un travail sur la porosité avec d'autres disciplines, un travail sur tous les temps de la vie. Nous avons créé, et ça fera certainement sourire Sylvie, mais c'était un hommage discret, un bureau des temps de la vie dans la délégation générale, qui commence justement et qui prend en considération la spécificité du temps. Le temps d'un enfant n'est pas le temps d'un actif et n'est pas le temps d'un senior, pour penser justement à partir de là des parcours. Nous allons travailler sur les pratiques. Et il y a une sous-direction de la participation, mais on pourrait presque l'appeler plutôt sous-direction de la contribution, c'est-à-dire le fait que chacun vient avec ce qu'il est pour en ressortir quelque chose. Donc, une politique qui part de l'habitant et qui est très adaptée avec et je pense que Laurent Roturier en parlera, mais des dispositifs, j'en citerai quelques-uns, qui partent des constats de vie, et puis une approche des territoires, une approche qui prend en considération le fait que l'usager, il ne se fiche pas mal souvent de savoir si c'est un lieu national ou municipal. Ce qui l'intéresse, c'est ce que ce lieu peut lui dire et lui apporter. Et donc nous devons, et on a vu combien pendant la crise les élus locaux étaient extrêmement investis sur la politique culturelle, travailler non pas avec les intercos, les départements, mais de manière générale avec l'ensemble des niveaux de collectivités territoriales. Vient d'être créé ainsi un conseil local des territoires pour la culture dans chaque région, et qui vise justement à ce que l'ensemble des niveaux de collectivités, mais aussi les ruraux, les urbains, les régions, partagent. Là, on travaille ensemble sur la question des festivals, les raisons ou les modalités selon lesquelles on va pouvoir développer, à travers aussi la reprise des festivals, la participation à la vie culturelle. Donc, notre volonté, elle est vraiment là, c'est une mise en action par tous les leviers possibles de cette contribution que nous pensons vraiment absolument indispensable. Il s'agit vraiment de répondre et l'exigence est très présente, très importante, de manière à la fois générale et adaptée. Je peux prendre un exemple qui est un exemple polémique, et nous l'assumons parfaitement, qui est celui du pass culture. On peut parler offre-demande. Le pass culture, c'est un objet qui va être généralisé dans les prochaines semaines, qui vise à faire en sorte que chaque jeune puisse se saisir d'une offre qui lui est faite. Et comment transformer l'offre en demande? 825 000 jeunes dans quelques semaines pourront avoir accès au pass culture. Ça n'est pas un choc d'offres, mais nous travaillons avec, et Laurent pourra le dire aussi, avec chaque DRAC, avec chaque collectivité, enfin en mobilisant chaque collectivité, pour que dans chaque département, un jeune dise « autour de moi, il y a ça ». Aujourd'hui, plus de 4000 acteurs culturels sont référencés sur le pass culture, dans des zones très rurales, dans des zones très urbaines. À partir de ça, ça n'est qu'un début. Nous voulons travailler justement ces résonances, ces familiarités, que les jeunes se saisissent de l'outil pour échanger entre eux sur cela et construire leur propre parcours, voire être prescripteurs. Et la question là de la participation, de la construction d'offres entre des jeunes et puis des lieux culturels, voire d'offres qui peuvent se répondre, va se poser. Et pour nous, ça doit devenir, le pass culture, et ce sera mon dernier mot, un outil de démocratie culturelle. Merci Noël Corbin aussi pour la concision et la précision. Sur le pass culture, un modérateur se devant d'être modéré en toutes circonstances, je n'abuserai pas de ma possession du micro pour porter la contradiction sur tel ou tel point. C'est un peu le rôle des universitaires et des chercheurs d'aller du côté des zones d'ombre ou des failles éventuelles d'un dispositif. Je retiens avec beaucoup d'intérêt ce qui est dit sur la question des temps de la vie. J'entends même sur l'affaire de l'éveil, un écho du rapport de Madame Miritello, tout à fait passionnant sur le caractère décisif, effectivement, pour une éducation artistique et culturelle à tous les âges de la vie, de commencer par le plus jeune âge, et c'est effectivement une des responsabilités de cette délégation. Alors, je sais que votre temps au bureau des temps est compté, mais peut-être que vous aurez le temps, Noël, de revenir sur, disons,
façon comparative, puisque vous connaissez au moins de réputation les outils qui ont pu précéder le vôtre aujourd'hui, la mission de développement culturel de 79, la DDC de 82, la DAGEC, la délégation au développement de formation, nous dire un peu la spécificité de la méthode de transversalité que vous comptez avoir avec les autres directions générales. Mais là, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est cette articulation entre constat de vie et bassin de vie. Et ça nous fait une très bonne transition avec Laurent Roturier, parce que peut-être, Laurent, avez-vous déjà eu le temps de découvrir le rapport de Lucas? C'est pas seulement un prénom, c'est un laboratoire des usages culturels en association avec la Fédération des arts vivants et départements, qui a porté sur les rapports entre les départements et les intercommunalités sur le plan des politiques culturelles, et qui a finalement été presque entièrement dédié à la question de la culture de la coopération, passer de la coopération culturelle à la culture de coopération, est le titre de ce rapport après tout un processus d'expérimentation. Et on a bien vu qu'il y avait là une demande des acteurs, que ça ne se traduise pas seulement en des dispositifs, et vous en connaissez beaucoup à l'échelle des différentes régions, les uns à l'initiative de l'État, les autres à l'initiative des collectivités territoriales elles-mêmes, mais aussi de modalités finalement de co-construction des politiques. Voilà. Comment à l'échelle d'une DRAC, on peut, inspiré par les droits culturels, entrer dans cette, non pas simplement ce catalogue de dispositifs, mais aussi cette mise en œuvre d'autres procédures. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Vous me permettrez tout d'abord de saluer Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, présidente du comité d'histoire. On était ensemble pour une table ronde un peu similaire d'ailleurs pour le Festival d'Avignon en 2019, une époque qui paraît tellement lointaine où nous pouvions être assis côte à côte et nous n'imaginions pas qu'un jour nous serions dans la situation que notre pays connaît depuis 14 mois. Je voudrais saluer les participants à cette table ronde, Sylvie Robert en particulier, avec qui on a très souvent eu l'occasion d'échanger. Et la dernière fois, c'était sur le travail autour du livre à la lecture. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça a aussi produit des effets passionnants dans la vie culturelle de nos territoires. Saluer François Poutier, que je retrouve avec plaisir. Les auditrices, auditeurs, voilà, je retrouve Marie-Christine Bordeaux. Donc, finalement, nous sommes en famille cet après-midi et c'est très bien. Je serai assez court puisque vous m'avez demandé, cher Emmanuel, d'être synthétique. Et puis, vous savez que l'État ne parlant que d'une seule voix, donc mon propos sera en complémentarité de ce que Noël Corbin vient de présenter de manière extrêmement claire et tout à fait précise. Donc, je ne ferai pas de redondance par rapport à ce qui a été dit. Simplement peut-être me réjouir d'avoir pu répondre à l'invitation qui m'a été donnée pour parler du rôle des DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, services déconcentrés de l'État, ministère de la Culture en région, et peut-être d'évoquer les questions que l'on a à traiter aujourd'hui autour des droits culturels. Je le ferai en deux temps, peut-être très rapidement un propos un peu général sur la manière dont mes collègues DRAC et moi-même percevons l'émergence de cette préoccupation et de cette considération qui est maintenant traduite dans le droit positif français, qui était déjà dans le droit international et qui est dans le droit positif français, quelques considérations générales, et puis ensuite, comme vous m'avez demandé, de venir sur des sujets et des exemples un peu concrets. Et je crois, cher Emmanuel et Madame la Présidente, et vous toutes et tous, que cette table ronde cet après-midi permet aussi de peut-être dissiper des malentendus, de lever quelques ambiguïtés, ou de répondre à des paradoxes. Et en préparant cette table ronde, j'avais repris l'excellent travail coordonné par donc, du colloque du Louvre, hein, tel que Michel Nebuler a pu en faire une restitution dans une revue d'une très grande qualité, qui est vraiment extrêmement intéressante dans les contributions qui avaient été données. Et je crois qu'effectivement, nous sommes dans une époque où il y a besoin de clarifier et de donner du sens aux différents concepts. Une époque où l'accès au savoir, à la connaissance n'a jamais été aussi facile. Et en même temps, ce paradoxe de la grande confusion et de la confusion également dans les idées. Alors peut-être deux malentendus que j'entends souvent dans mes fonctions de DRAC, une confusion d'ailleurs plus que malentendu, où on confond parfois encore, y compris dans les interlocuteurs du quotidien d'une DRAC, hein, les acteurs culturels, les partenaires, les collectivités, on confond parfois
les droits culturels et le droit à la culture. C'est ce que les juristes ont parfaitement très bien clarifié dans la première table ronde. C'était tout à fait passionnant de les écouter, mais je crois que dans notre langage commun, on confond ce droit à la culture et les droits culturels. Mais les droits culturels, donc, qui visent finalement à garantir à chacun la liberté. C'est une garantie de liberté de pouvoir vivre une identité culturelle. C'est finalement l'ensemble des références culturelles, hein, comme le dit très bien la déclaration de Fribourg, l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se construit, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Donc lorsqu'on parle des droits culturels, on parle effectivement de cette dimension-là. Deuxième confusion, deuxième, là aussi, ambiguïté parfois que l'on entend beaucoup, c'est évidemment sur le thème culture. Je pense que cet après-midi, dans cette table ronde, dans l'entre-nous qui nous réunit, nous serons tous d'accord pour donner une définition au terme culture. Nous serons assez d'accord les uns les autres pour y donner une acception. Or, le terme culture est un terme polysémique. Et d'ailleurs, André Malraux l'avait bien compris, puisque lorsqu'il a créé le ministère de la Culture, c'était le ministère des Affaires culturelles. Et d'ailleurs, dans l'organisation ministérielle, les DRAC sont restés les directions régionales des affaires culturelles et ne sont pas transformés en direction régionale de la culture. Je crois que là, il y a une exception et une dimension symbolique qui me semble extrêmement importante. Peut-être deuxième point aussi parfois de confusion, c'est que c'est autour de cette notion de liberté. La Convention de Faro rappelle que le droit s'impliquer dans le patrimoine culturel de son choix doit se faire en respectant les droits et libertés d'autrui. C'est-à-dire, nous sommes libres et nous avons le devoir, et peut-être le droit, ou le droit et peut-être le devoir, de nous impliquer dans le patrimoine culturel, mais nous devons le faire aussi en respectant les droits et libertés d'autrui. Et je crois que c'est cette notion qui vient souvent s'affronter. C'est-à-dire, le droit, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est aussi le faire dans le cadre de la liberté et du respect de la liberté d'autrui. Et finalement, ce que nous avons à faire, c'est un petit peu, c'est concilier contraire. La loi de 2016, à laquelle il est fait référence cet après-midi, la loi de 2016, elle proclame à la fois la liberté de création et le respect des droits culturels des personnes. La décision du Conseil constitutionnel qui a été évoquée tout à l'heure, qui dit que la langue de la République est le français, mais c'est aussi le droit de s'exprimer dans la langue et avec les mots de son choix. Nous sommes donc là sûrement sur quelque chose qui ressemble à du en même temps, bien avant l'heure, où l'on peut à la fois proclamer la liberté de création et en même temps respecter les droits culturels, où on peut en même temps avoir une langue de la République et en même temps s'exprimer dans la langue de son choix. Voilà, ce en même temps, finalement, il est assez intéressant dans la période que nous convenons et il amène évidemment un peu de nuance dans les débats d'aujourd'hui qui sont souvent des débats très, très radicaux. Enfin, sur ces considérations générales, et pour nous en DRAC, c'est évidemment cette question du droit de la personne et du droit de l'individu, c'est comment concilier l'intérêt général, l'intérêt collectif, dont on sait depuis Condorcet qu'il n'est pas l'addition des intérêts particuliers, et c'est donc ce rôle finalement de l'intérêt général qui est le nôtre, partagé, collectivité, service de l'État. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir travailler une dizaine d'années pour les services de l'État avant de rejoindre le monde des collectivités où j'exerçais pendant une quinzaine d'années. Et je suis revenu et j'exerce, vous l'avez dit Emmanuel, mon deuxième septennat de DRAC avec toujours autant de bonheur. Et je dois reconnaître aussi, avec beaucoup d'humilité et de modestie, que cette question des droits culturels et ce rôle de partage que nous avons avec les collectivités, il a été sûrement beaucoup plus porté par les collectivités, plus peut-être par l'État, il faut le reconnaître, et que l'arrivée de la nouvelle délégation telle que Noël vient de le décrire vient aussi reconnaître cette question-là et ce rôle d'impulseur que les collectivités ont pu avoir sur le sujet. Alors, peut-être sur ma deuxième partie d'intervention, pour revenir plus concrètement à ce que vous avez demandé, c'est-à-dire le rôle des DRAC. Le rôle des DRAC et la question des droits culturels. Le rôle des DRAC, il y a évidemment la mise en œuvre de l'ensemble des missions dites régaliennes. Je déteste ce terme parce que nous sommes dans un cadre républicain. Donc, nous mettons en place les orientations, les objectifs qui nous sont définis par le législateur. Et ce n'est pas un cadre régalien. Nous impulsons, nous accompagnons, nous garantissons l'accès à la culture. L'accompagnement.
la culture est une compétence partagée, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une très bonne chose. Et le législateur, dans toute sa sagesse, et je crois une majorité très large, a toujours fait en sorte que la culture reste une compétence, une affaire de femmes et d'hommes engagés, et non pas une affaire de clivage ou une affaire de niveau de collectivité ou de l'État. C'est une culture, c'est une compétence partagée. Et j'ai suivi d'ailleurs dans mes fonctions de présidence des DRAC, et je crois que sur la question des droits culturels, il y avait un travail, alors peut-être François Poutier en parlera tout à l'heure, mais qui avait été tout à fait innovant en Aquitaine, dès quasiment la loi de liberté, création, architecture et patrimoine, dès 2016 ou 2017, de se lancer finalement dans une pratique de carottage. Le conseil régional en Aquitaine, et je crois que d'autres collectivités l'ont fait, en Bretagne ailleurs, de faire finalement, de revisiter les politiques publiques que nous mettions en place à l'aune des droits culturels. Et ce travail de carottage qui a été mené en Aquitaine, avec, je crois, une cinquantaine d'acteurs culturels, alors je crois qu'il s'est fait d'ailleurs sans que la DRAC n'y participe activement, mais enfin, je pense qu'il y a eu des échanges et des travaux qui ont été faits. Finalement, de ce point de vue-là, est tout à fait intéressant parce qu'il permet de rendre concret et de traduire en action, en politique publique, cette question des droits culturels introduite dans nos politiques publiques. Alors, Sylvie Robert a évoqué tout à l'heure la question des cahiers des charges, les cahiers des charges qui valent pour les labels de l'État, les grands établissements, les scènes nationales, les scènes de musique actuelle, les centres dramatiques nationaux, etc., les scènes conventionnées, qui sont un cadre. Pour moi, je ne rejoindrai pas forcément l'idée que finalement, ces cahiers des charges, il faut les jeter à poubelle et puis finalement ne plus s'en servir. Je crois que ce sont des éléments qui permettent au contraire d'évoluer, de donner un cadre national, et c'est un outil de dialogue. Le cahier des charges est avant tout un outil de dialogue entre le projet artistique porté par la directrice ou le directeur du lieu, ses partenaires, les collectivités, l'État, et c'est vraiment le cahier des charges qui permet ensuite de traduire dans une convention d'objectifs et de moyens, de traduire cette notion de dialogue. Mais à l'inverse, rien n'interdit que dans le projet et dans la convention d'objectifs et de moyens, la référence aux droits culturels soit explicitement mentionnée dans ces textes-là. Les cahiers des charges n'empêchent pas qu'on intègre la notion de droit culturel dans la responsabilité qui sera donnée ensuite aux directrices et aux directeurs de lieu de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple très concret, parce que c'était ce que vous m'aviez demandé, Emmanuel, nous ici, alors ce n'est pas un cahier des charges d'un établissement, mais nous avons chaque année, depuis plusieurs années, un appel à projet qui fonctionne particulièrement bien. Je ne suis pas un grand partisan des appels à projet, mais dans certains cas très précis, ils peuvent bien fonctionner. Celui-là, en l'occurrence, fonctionne très bien. C'est un appel à projet culture et lien social. Culture et lien social qui vient accompagner, financer, cofinancer avec la DRAC des actions que mènent des porteurs de projets, des associations, des collectivités, des structures culturelles qui œuvrent notamment en direction de la politique de la ville, en faveur des habitants des quartiers. Et c'est un projet qui marche vraiment très très bien ici. Et bien, sur la prochaine édition, nous allons faire évoluer le cahier des charges de cet appel à projet en disant qu'il se met en place avec une logique d'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, qui s'inscrit dans la lutte contre les inégalités sociales, culturelles et territoriales, et dans le respect des droits culturels des personnes. Voilà, donc ce sont des choses extrêmement concrètes que nous allons mettre en place et que nous mettons en place, mais qui permettent aussi de bien baliser et de bien revenir sur le cadre du travail qui est le nôtre. Pour nous terminer rapidement sur le temps qui m'a été donné, peut-être un mot sur la crise sanitaire et ses conséquences telles que nous la vivons aujourd'hui. Je crois que les conséquences, nous commençons à percevoir. Évidemment, nous sommes aujourd'hui dans l'urgence, nous sommes avec les collectivités dans la nécessité de permettre à l'ensemble de l'écosystème culturel de se reconstruire, de retrouver un contact sensible avec la population dans toute sa diversité. Donc ça, c'est l'urgence. Mais en même temps, nous voyons ici en DRAC, et mes collègues évidemment le voient aussi, le perçoivent, se dessiner quelques pistes tout à fait intéressantes pour l'avenir.
La première, c'est est-ce que demain est-ce que cette crise-là va accélérer ou pas le mouvement de concentration que l'on connaissait par exemple dans le champ des musiques actuelles ou des festivals? Je n'en suis pas sûr. Le rôle de l'État dans cette crise-là est redevenu aussi comme un rôle de l'État régulateur. J'en veux pour preuve la manière dont notre ministre, dont Roselyne Bachelot-Martin, a pris à bras-le-corps la question des festivals, pour que les festivals redeviennent des outils de la politique publique et non pas uniquement des outils d'animation ou des simples questions de divertissement, comme cela avait été très très bien analysé lors du colloque du Louvre, où cette confusion entre culture et divertissement pouvait aussi être prise en compte au titre des festivals. Donc un rôle de l'État régulateur, un rôle de l'État impulseur, initiateur, et j'ai devant moi, derrière moi, vous le voyez à l'écran, le panneau France Relance. Nous sommes engagés et les moyens qui ont été mis en place par le gouvernement à la hauteur de l'ampleur de la crise sanitaire sont aussi là dans la relance pour accélérer et renforcer la prise en compte des droits culturels, la prise en compte de ces notions, une fois que l'ensemble du redressement du secteur aura pu être fait. Vous évoquez, cher Emmanuel, la question de fédération des arts vivants et des intercommunalités. Mais en même temps, j'aimerais que vous puissiez conclure parce que j'ai une question à poser Alors, à je vais Noël conclure. avant qu'il s'en aille. Voilà. Je vais conclure en disant que je pense que le développement culturel, cher à Jacques Duhamel, a en 50 ans produit des effets tout à fait intéressants. Et je pense que l'ensemble des participants ont eu connaissance du travail des 50 ans de pratique culturelle en France réalisé par le département des études et prospectives du ministère de la Culture, et où nous voyons que la culture a aujourd'hui une place croissante dans le quotidien des Français. Nous voyons que les Français sont plus nombreux aujourd'hui à fréquenter les lieux culturels qu'ils n'étaient autrefois. Et nous voyons enfin, et peut-être surtout, que la réduction des écarts territoriaux et la réduction, dans certains cas, des écarts sociaux a bien eu lieu. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que la démocratie culturelle a échoué. Je pense au contraire que c'est un processus et que la question des droits culturels dans une logique de démocratie renforcée est un outil supplémentaire pour nous, est une orientation que nous pouvons mettre en place pour que les générations qui vont arriver, et c'est sûrement là-dessus que je vais terminer, que les générations qui ont 15, 20 ans aujourd'hui, qui sont nourries au numérique, qui ont été nourries à l'écran et sûrement par l'écran, mais que ces générations-là vont demain avoir à faire face à une manière différente de prendre en compte la dimension culturelle. Voilà, très rapidement, en m'excusant des 2 minutes de plus que j'ai pris du temps que vous m'avez donné, ce que je voulais dire cet après-midi au nom de mes collègues DRAC du territoire national. Merci beaucoup. Merci Laurent Roturier pour cette défense et illustration vigoureuse du rôle de l'État, dont on a bien noté qu'il était présent en région auprès des collectivités, pas simplement comme un partenaire, mais aussi comme une puissance d'impulsion. Bon, cela dit, beaucoup des sujets que vous avez évoqués mériteraient une nouvelle table ronde ou un nouveau colloque. En tant que, enfin, mes collègues universitaires seraient preneurs notamment d'un colloque ou d'un séminaire sur les appels d'offres parce qu'on connaît aussi les risques et les effets pervers de cette logique d'appel à contribution qui est souvent d'inciter les partenaires à avancer des éléments de langage sans forcément s'inscrire dans le temps long de la construction d'un projet qui, justement, est d'autant plus long que l'on invite des partenaires extérieurs, des représentants des acteurs des autres secteurs ou des simples habitants à s'y investir. Mais bon, tout ça, nous aurons le temps, dans d'autres cadres, d'y revenir et c'est passionnant. Je veux juste, avant de libérer Noël Corbin qui doit bientôt nous quitter, lui transmettre une question que je fais mienne aussi sur, de la part de Magali Limous sur la place que prend dans sa nouvelle délégation le dossier de l'éducation artistique et culturelle qui est éminemment interministériel et qui concerne évidemment les autres directions, hein, dans la mesure où c'est non seulement l'éducation nationale, mais jeunesse et sport et le ministère de l'Agriculture qui sont concernés, mais j'y vois moi aussi surtout l'exemple typique d'une fabrique territoriale de l'action publique parce que rien ne se fait
en ce domaine sans le concours des collectivités territoriales et des établissements scolaires ou culturels qui se trouvent sur leur territoire. Noël, peut-être pour une minute et demie ou deux de réponse, et puis après, la parole sera à François Poutier. Un instant, j'ai eu un tout petit problème de son les 2 dernières minutes. Ah, elle vous était adressée, Ouais, dites-moi, redites-moi une c'est seconde. une question de Magali Limous qui demande quelle place prend l'éducation artistique et culturelle dans l'émission de la nouvelle délégation. Et j'ajoutais à titre personnel, pour qu'on soit bien raccordé au thème de notre débat d'aujourd'hui, en quoi cette délégation peut-elle non seulement intervenir dans la transversalité entre plusieurs ministères, mais aussi dans le rapport de coopération avec les collectivités territoriales qui sont au premier chef concernées par l'éducation, que ce soit à travers les établissements scolaires ou à travers leurs établissements culturels et leurs équipes artistiques. Alors, je vais essayer d'être, oui, en 1 ou 2 minutes, très bref. L'éducation artistique et culturelle, là encore, je pense qu'il faut dire les choses très simplement. Il y a des tensions entre 2 axes sur l'éducation artistique et culturelle. Est-ce qu'il s'agit d'une politique d'accès, c'est-à-dire démocratisation, transmettre aux jeunes le goût de la culture, de l'art, ou est-ce qu'il s'agit d'une politique d'épanouissement dans l'approche capacité de développer la créativité de chaque jeune? Pour nous, c'est les deux. Et c'est vraiment un ensemble de choses, l'un n'allant pas sans l'autre. Et la force et la richesse du dispositif qui existe aujourd'hui sur le territoire, c'est qu'il conjugue les deux. D'un côté, l'éducation nationale, avec, je crois, 850 000 enseignants qui interviennent dans ces secteurs-là, un effort de plus de 3 milliards d'euros chaque année. Et puis de l'autre côté, les collectivités territoriales et le ministère de la Culture, et j'insiste immédiatement sur cette conjugaison de nos offres qui ont à la fois, je dirais, une ouverture, et là c'est vraiment les DRAC qui pilotent cela dans la dentelle, hein, vraiment dans la dentelle, avec des dispositifs adaptés à tel type de territoire, et puis les collectivités locales qui ont du temps, le temps hors, le temps périscolaire, le temps parascolaire. Et donc, oui, bien sûr, cette délégation avec, on a créé 2 services miroirs, l'un chez moi, l'un à la direction générale de l'enseignement scolaire, où il y a une équipe pour l'éducation artistique et culturelle. On a un objectif 100% des enfants bénéficiant d'éducation artistique, mais cet objectif ne saurait être uniquement quantitatif. Il s'agit de créer du parcours, il s'agit de créer des dispositifs qui s'inscrivent dans le temps. Et nous sommes très attentifs dans les mois qui viennent, puisque le monde culturel va se rouvrir, à ce que très vite, on ravaude, on rapièce ce qui a été un peu déconstruit avec le confinement, donc les sorties scolaires. C'est pour ça que dès cet été, il y a le dispositif été culturel qui va être relancé et dont Laurent pourra donner quelques exemples sur ce qui se passe en Île-de-France. Il s'agit vraiment de développer l'échange. On multiplie les résidences artistiques. Je prends un seul exemple et je m'arrêterai là, sur le projet qui s'appelle Création en cours et qui l'été s'appelle Transat par les ateliers Médicis. Ce sont des résidences d'artistes, tous très jeunes, sortant des écoles il y a 1, 2, 3, 4 ans, qui vont pendant 2 semaines travailler dans une école en zone rurale l'hiver, mais aussi l'été, ça peut être dans une bibliothèque, à la fois pour eux-mêmes et là encore en construction avec les habitants sur les territoires. Donc oui, 1000 fois oui. Collectivités territoriales, un partenariat, elles sont membres du Haut Conseil pour l'éducation artistique et culturelle. Et on va vraiment, par exemple, il y a l'Institut national de l'éducation artistique qui va être inauguré en septembre à Guingamp, qui sera à la fois un centre de ressources, un centre de recherche et un lieu de formation. Donc on va, avec l'éducation nationale et les collectivités, travailler sur tous les axes de l'EAC. Merci beaucoup Noël Corbin. J'avais un tout petit peu modifié, elle me le pardonnera, la question de Magali qui portait sur les enseignements artistiques, mais vous avez aussi répondu à cet aspect en rappelant le rôle de l'éducation nationale. Mais c'est toujours difficile d'être le dernier, cher François Poutier, parce que on voit le temps se rétrécir, donc je voudrais pas amputer votre réflexion. Donc on vous laisse la parole
maintenant pour 10 minutes aussi, avant de regrouper les questions qui sont toutes pertinentes, qui me sont parvenues entre-temps. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour d'ailleurs de remercier le comité d'histoire, Madame la Présidente, de bien avoir voulu me convier à cette table ronde. Alors comme cela a été déjà beaucoup dit, les droits culturels prêtent à débat, parfois nourri, parfois conflictuel et à tension binaire. Tension entre l'individu, ses droits et ses libertés et le collectif, le groupe. Tension entre universalisme et pluralisme. Tension entre droit, liberté et droit créance, ça nous a été bien dit à l'entrée. Tension entre nos deux sœurs jumelles peut-être irréconciliables, comme le dit Mona Ozouf, de liberté et d'égalité. Tension, comme le disait le premier colloque de décembre 2019, entre les héritiers de Condorcet et ceux de Schiller. Peut-être que tout ceci, finalement, doit se voir dans cette opposition relativement binaire. Moi, je vais plutôt aborder la question justement pas dans cette opposition-là, mais peut-être dans une vision beaucoup plus pragmatique, qui ouvre certainement une autre voie, c'est-à-dire comment confronter la notion de droit culturel à des situations, des cas, des terrains qui toutes et tous d'ailleurs ont été et sont différents, avec l'idée que, en effet, les droits de l'homme, et ça a été rappelé par Cécile Romainville, sont bien des droits, relèvent bien d'une politique et non d'éléments juridiques. Et puis, Sylvie Robert l'a abordé aussi tout à l'heure, ça me semble très important. Je reprendrai aussi des mots qu'elle avait prononcés avec Catherine Tasca et Marie-Christine Blandin en 2017, pour la question de ces droits culturels qui ne sont pas sans revitaliser finalement la question du sens des politiques culturelles dans le débat politique. Elle l'a redit tout à l'heure et je trouve que c'est très important, peut-être même d'ailleurs de franchir une étape supérieure de la décentralisation. C'est un sujet qui me semble extrêmement d'actualité en effet aujourd'hui. Alors quelques initiatives comme ça que je vais illustrer simplement et puis vous dire peut-être ce que l'on peut essayer d'en retirer, ne serait-ce qu'en termes de méthode. Alors la première initiative, Christelle Boët l'a abordée, donc je vais passer assez vite sur elle. Elle est née en 2012, c'est une démarche qui a été en effet mise en œuvre avec le Réseau 21 et l'Observatoire de Fribourg, avec 4 départements à l'origine, l'Ardèche, la Gironde, le Nord et le territoire de Belfort. Cette démarche, elle se nomme PAIDEA, elle s'est poursuivie, elle se poursuit d'ailleurs toujours. Et à l'origine, en 2012, elle s'est construite avec l'Assemblée des départements de France et l'Association nationale culture et départements qui regroupe les directeurs et directrices des affaires culturelles des départements et des agences départementales françaises, association qui est aussi investie d'ailleurs dans la Fédération nationale des associations de DAC. Donc cette démarche, finalement, elle a été une démarche véritablement de mise en contribution de ces départements, d'interrogation de leur politique culturelle au travers d'un certain nombre de cas d'école qu'ils avaient eux-mêmes déterminés, tout ceci accompagné par le Réseau 21 et par l'Observatoire de Fribourg. Je ne vais pas revenir sur la démarche, puisque Christelle Boët en a déjà parlé précédemment, mais je voudrais retenir juste un exemple que je trouve être assez illustratif. C'est celui du département de la Manche, qui, à l'issue de cet échange interdépartemental, a mis en place une opération qui s'appelle Écrivons ensemble la Manche de demain, qui était en fait finalement tout simplement un processus, une démarche participative avec tous ces services et tous les acteurs de terrain du département de la Manche pour réécrire ou pour même écrire tout simplement un schéma d'orientation au regard des droits culturels. Et ce schéma a été voté par l'Assemblée départementale en mars 2018 et adossé à un règlement d'intervention qui, certes, en termes juridiques, demeure évidemment, avant tout, en effet, non pas prescriptif juridiquement, mais qui demeure extrêmement indicatif, pour ne pas dire incitatif, politique. Deuxième exemple, alors j'aurais pris un exemple communal cette fois-ci, là j'avais pris des exemples départementaux, je vais prendre un exemple communal, alors j'aurais pu parler évidemment de Rennes, mais Sylvie Robert l'a déjà fait, j'aurais pu parler d'une toute petite ville, celle de Séné, 9000 habitants, dans le golfe du Morbihan, mais d'abord on m'aurait accusé de faire un syndrome breton, mais tout simplement de dire qu'à Séné, son centre culturel, le Grain de Sel, est aujourd'hui toujours co-piloté avec des groupes d'habitants, les GLOP,
qui finalement se constituent pour établir et définir la programmation culturelle aux côtés et avec les professionnels et les élus à la culture. Je voudrais juste m'arrêter plutôt sur un troisième exemple, finalement, qui est la ville de Saint-Denis. Et Sonia Pignot, qui est l'adjointe à la culture, était d'ailleurs au premier colloque du comité d'histoire en décembre 2019. Alors, je ne vais pas redétailler toute la démarche de Saint-Denis, mais dire simplement que ça s'inscrit là aussi dans une démarche de réécriture du schéma d'orientation culturelle de la ville. Et cette démarche de réécriture s'est conjuguée involontairement avec un moment très difficile pour nous toutes et nous tous, les attentats de 2015, avec une résonance évidemment particulière pour la ville de Saint-Denis. Mais à l'intérieur de cela, je voudrais vraiment me centrer sur un exemple, là aussi, comme j'ai pu donner l'exemple du département de la Manche. Dans le cadre de sa fabrique de la ville, la ville de Saint-Denis a mis en place des archéo-barbecues. Des archéo-barbecues, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il est fait invitation à des personnes qui habitent le territoire de la commune de venir participer eux-mêmes aux fouilles archéologiques en intégrant l'équipe d'archéologues pour œuvrer à toutes les étapes du traitement des objets qu'ils découvrent. Et puis, en fin de journée, chaque jour, ils partagent un barbecue où finalement ils évoquent à la fois finalement la profondeur, le carottage, mais il ne s'agit pas du même que celui qui a été signalé par Laurent Rouvrier tout à l'heure, mais le carottage finalement dans tout ce palimpseste d'histoire qui s'est accumulé sous nos pieds. Et puis ils en profitent également pour parler de ce qui fait patrimoine pour les personnes qui sont venues en effet participer à ces fouilles. Et quand ces personnes viennent de nationalités parfois différentes, mais sont aussi originaires d'endroits différents, que ce soit en France ou ailleurs, et bien évidemment, cet croisement patrimonial prend tout son enrichissement et toute sa force à ce niveau-là. Alors, on raconte aussi, on m'a raconté, qu'une poterie du XIIe siècle dont on avait perdu la trace finalement de la fabrication a été ainsi éclairée par le témoignage d'une participante qui a indiqué que dans le pays dont elle était originaire, eh bien, on fabriquait de telle manière et qu'elle pouvait en donner encore, finalement, les éléments. Alors, je ne sais pas si l'histoire est vraie, je tiens à le dire, mais en tout cas, elle est belle et elle fabrique dans tous les cas un récit. Et si vous voulez, je reviendrai sur cette question du récit pour la question des droits culturels. En tout cas, ça montre bien, d'une certaine manière, que ces archéo-barbecues de Saint-Denis, eh bien, ils permettent d'ouvrir de nouveaux savoirs partagés et un croisement des expertises sans nier aucune d'entre elles, qu'elles soient celles évidemment des experts, comme celles des personnes qui habitent les territoires, ce qui renvoie d'ailleurs à une notion d'un voisin qui était Jacques Ralite, qui parlait de ces experts du quotidien quand il abordait la question des ouvrières de ce nœud-là. Et puis, troisième exemple que je vais donner, et Laurent Roturier m'en a ouvert la voie, bien évidemment. Là aussi, j'aurais pu parler d'autres exemples régionaux, ça a été abordé, mais je vais parler de Nouvelle-Aquitaine, pour une fois, avec une histoire qui est quand même une recomposition assez complexe entre trois régions, ce qui n'est pas une spécificité de la Nouvelle-Aquitaine, mais qui est quand même un élément marquant. Et puis, au moment où cette nouvelle région se crée, un appel à projet qui a permis à plus de 15 acteurs de la culture de toute cette Nouvelle-Aquitaine de chercher, accompagnés par Aline Rossard et Jean-Michel Lucas, à traduire les droits culturels au regard de leurs actions. C'est un processus qui s'est engagé là aussi assez long, hein, sur 2 ans, avec l'idée d'abord de mettre en débat, et de mettre en débat les mots et le lexique. Et cet élément du lexique commun, du lexique débattu, il revient de manière récurrente dans les projets dont j'ai pu vous parler autour des droits culturels, puisqu'on le retrouve aussi avec la Manche, avec un glossaire qui accompagne finalement sur les demandes d'intervention. Puis à partir de ces mots définis, finalement, de définir ce qui engage la qualité de la relation, l'accompagnement et le cheminement culturel de la personne. Dans un dernier temps, enfin, eh bien, l'ensemble est revenu vers les services de la région, là aussi pour traduire ces réflexions dans un nouveau règlement d'intervention, donc qui vont s'adjoindre non pas que des alinéas, comme le disait Christelle Bouette tout à l'heure, mais aussi des éléments qui sont propres tout à fait à cette question des droits culturels. Puis la démarche aujourd'hui, finalement, ce travail de carottage qui a été fait, pour reprendre les termes de Laurent Roturier tout à l'heure, elle se poursuit au sein du Césaire de Nouvelle-Aquitaine,
qui a rendu en mars 2020, il y a un peu plus d'un an maintenant, un travail plus particulier sur droit culturel et pratique en amateur. Et puis, elle doit aussi se poursuivre avec d'autres directions de la région, jeunesse, territoire, économie. Mais pour l'instant, on va dire que c'est un peu calme, mais je pense que vous comprenez pourquoi. Alors, si je dois en retirer quelque chose, cher Emmanuel, et je vais faire vite sur la fin, c'est 3 éléments, me semble-t-il, importants. La première, c'est la mise en dialogue, et ça avait été très bien dit par Mireille Delmas-Marty dans le premier colloque, mais aussi repris d'ailleurs, mais aussi d'ailleurs analysé par Philippe Tellier ou par la palabre de Jean-Michel Lucas. D'abord, ce dialogue, c'est une dimension socio-cognitive et appropriative finalement des droits humains. Et il est important à ce niveau-là de voir que finalement, cette transmission-là, elle ne se transmet pas de manière descendante, mais bien de manière horizontale dans une équivalence des expériences, à partir souvent d'existants du déjà là, si je voulais reprendre là aussi une autre citation. Et de prendre aussi en compte que dans ce dialogue, le processus est souvent tout aussi important que le résultat. Et finalement, la démarche est parfois tout aussi importante que là où on aboutit. Deuxième élément important, c'est la traduction. Là aussi, je reprends le vocable de Mireille Delmas-Marty, que je trouvais très intéressant, parce que dans le faire ensemble, finalement, se révèle aussi la méthode de faire. Un peu jouer sur regarder jouer d'une certaine manière. Et se faire ensemble est peut-être un terme plus applicatif que celui du vivre ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, et ça a été dit précédemment, cela bouge les représentations et les pratiques professionnelles. Et finalement, plus qu'une éthique de la conviction, si je voulais parodier Max Weber, je dirais qu'il y a là une éthique de la responsabilité et une éthique de la coopération. Et là aussi, dans un autre cadre, le travail du fisc l'a bien mis en œuvre. Et puis enfin, dernier point, je conclurai sur celui-ci. Tout ceci, et je reviendrai aussi à ce que j'ai dit au démarrage, me semble nous obliger à sortir des tensions peut-être bilatérales ou des regards bilatéraux pour ouvrir à un écart, je vais reprendre le terme là aussi d'un philosophe, un entre, finalement. Alors moi, cet entre, je le nomme inter, et une des premiers éléments où je le retrouve, c'est dans le terme intercommunalité. Mais là encore, il faudrait un peu plus de temps pour en parler. En tout cas, ce serait évidemment avec plaisir. Puis je le trouve aussi dans un terme qui a déjà été prononcé, celui d'intersectorialité, c'est-à-dire que la mise en dialogue et la traduction est d'autant plus riche quand elle s'effectue entre les secteurs et les segments de l'intervention culturelle. Les droits culturels n'appartiennent pas qu'à la culture. Voilà donc qui nous permet peut-être de ne pas de subir une loi, mais d'y agir et d'ouvrir aussi de nouveaux horizons à l'agir politique et à l'agir politique culturel, avec la volonté de remettre de l'enjeu dans des politiques culturelles qui ne peuvent se limiter à être des bastions ou des segments de l'intervention publique à défendre, mais plutôt une véritable dimension dans notre société. Mais je dois me souvenir que j'ai été moi-même élevé à changer la vie il y a bien longtemps. Merci beaucoup. Merci vraiment François, c'est une véritable conclusion avant celle que je m'apprête à faire, mais j'adhère à ce qui est dit et surtout à cette vision qui est finalement très pragmatico-prospective. C'est en mettant en œuvre des processus différents que l'on obtient sans doute une révision des concepts et pas par un établissement préalable d'une signification bien définie et définitive de ces concepts. Et l'expérimentation locale peut se décliner à peu près à toutes les échelles territoriales. Alors, je vous ai forcé à une certaine économie de parole les uns et les autres. Sylvie, je vais te diriger pour qu'on se rattrape un tout petit peu dans les 10 dernières minutes qui nous restent. La question, je crois, assez axiale, posée par une de nos participantes qui est Corinne Galland et qui se demande si cet appel à la participation des citoyens, habitants et lecteurs à l'élaboration des projets culturels ne risque pas d'impacter finalement la liberté des professionnels et on pourrait peut-être ajouter en particulier des artistes dans la définition de leur propre programme. Elle précise
avec délicatesse que c'est une question et non pas une affirmation de sa part, mais c'est en tout cas ce qu'on entend très souvent dans les différents secteurs artistiques concernés. Comment ça dans les expériences menées à Rennes comme en Bretagne, comment ce conflit-là a-t-il pu être déminé? C'est une bonne question, d'autant plus qu'elle revient souvent et elle joue sur une peur qui est totalement infondée, parce que, mais c'est important de la poser et je remercie en tout cas de l'avoir posée. Quand j'ai dit tout à l'heure que la question des droits culturels, elle nous demandait beaucoup d'exigences en termes de méthodologie et surtout dans le rôle et la place de chacun, pour qu'il n'y ait absolument aucune confusion entre qui fait quoi, qui décide de quoi et qui est compétent pour quoi. Et autant lorsqu'on vous mettez en place un cadre de démocratie locale avec des élus et des habitants, la décision prise à la fin, c'est l'élu qui la prend et l'habitant doit être aussi, et à partir du moment où il a compris le cadre et la méthodologie, il est tout à fait respectueux de cela et il sait très bien que s'il y a plusieurs projets, c'est l'élu qui décidera. Parce que c'est de toute façon de sa compétence et il est là pour ça. Et de la même façon, dans les équipements, je pense qu'il ne doit y avoir vraiment, mais aucune confusion entre le professionnel qui dirige cet équipement, qui a toute la compétence et le professionnalisme pour programmer, pour bâtir sa programmation, tout simplement. Et puis, finalement, peut-être des usagers, encore faut-il savoir où ils sont, qui peuvent, à un moment, peut-être avoir alors si ce n'est des revendications, des exigences, ou en tout cas des souhaits. Mais je pense que ça, c'est une question simplement de cadre à mettre en place avec intelligence et je crois que l'habitant est tout à fait respectueux aussi du professionnel dans sa capacité à pouvoir lui programmer et faire son travail, faire son métier de toute façon. Je pense qu'il faut vraiment se dire que la question de la participation des habitants, en tout cas peut-être de leur place, parce que où est-ce qu'on les met, ces habitants? Alors, je vais lever une ambiguïté parce que tout à l'heure, Laurent Couturier dit sur le cahier des charges, puisqu'on a parlé de cahier des charges, dit Sylvie, elle veut faire exploser les cahiers des charges. Pas du tout. Le problème, il n'est pas là. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, par exemple, que après un an de fermeture des lieux culturels, après un an d'arrêt de la culture, des compagnies, de leur tournée, des dates, moi qui suis impliquée dans plusieurs compagnies de théâtre et de danse, où on voit bien que la difficulté va être très difficile pour ces compagnies, de toute façon, d'honorer leur cahier des charges. Est-ce qu'on peut se dire, et ça je pose la question à Laurent, repenser des cahiers des charges, soit des objectifs peut-être différents. Moi, je veux bien qu'on mette les droits culturels dans le cahier des charges. De toute façon, ça m'atteint. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour un lieu en termes de gouvernance, en termes d'organisation, en termes de place des usagers, du conseil d'administration? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est est-ce qu'on peut aller assez loin pour, par exemple, différencier des cahiers des charges territorialement, on va dire en fonction des différents labels, mais on peut les croiser. Est-ce qu'on peut faire des combinatoires intelligents pour se dire dans tel territoire, eh bien, parce qu'on a vu que les conditions peuvent être réunies pour que tel groupe d'habitants puisse un moment être associé, par exemple, à un lieu. Est-ce qu'on peut aller plus loin en faisant du cousu humain? En fait, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire du cousu humain dans l'intelligence de la relation entre une collectivité territoriale, une DRAC, l'État, enfin le ministère de la Culture, et puis un directeur de lieu ou un directeur de compagnie? Laurent Roturier, il est là, il m'écoute, va me dire, mais ça se fait déjà. Oui, ça se fait à la marge. Mais est-ce que, après un an de ce que vient de vivre le monde culturel, on peut transformer les choses
en se disant qu'on part des territoires, des personnes et des objectifs que l'on partage, et on essaie de tester, d'expérimenter, en tout cas d'emprunter d'autres chemins. Ça, je trouverais ça vraiment très intéressant, et la Bretagne est candidate, et je peux trouver pas mal de collectivités candidates pour cela. Mais voilà, et à la question, et je termine là, vraiment non, je pense qu'il faut que ce soit très clair, et lorsqu'on va parler des bibliothèques, parce que effectivement, j'ai déposé une proposition de loi qui va passer le 9 juin au Sénat sur la question de la lecture publique, où je parle de forcément de la liberté d'accès, la gratuité d'accès et du pluralisme des collections. Vous savez, c'est une notion extrêmement compliquée aussi, la notion de pluralisme des collections, parce que ça pourrait vouloir dire que tel ou tel habitant peut revendiquer, par exemple, un ouvrage en considérant que ça n'est pas suffisamment pluraliste dans la politique documentaire, et que lui, eh bien là, on fait confiance aux professionnels, parce que je pense vraiment, et c'est aussi dans la valorisation de leurs compétences, que mettre ça dans le débat public, c'est faire avancer collectivement, je trouve, eh bien, les débats, les dialogues, et comme on dit beaucoup, comme beaucoup de revues en ce moment que je lis, ou d'ouvrages, eh bien, d'avancer dans la nuance et non pas dans le manichéisme, ou en tout cas dans la réflexion binaire que l'on entend beaucoup dans les débats d'aujourd'hui. Et je crois que c'est peut-être à ces endroits-là de complexité que la culture peut prendre des chemins pour aujourd'hui et demain, vu ce qu'on vient de vivre collectivement. Voilà. Merci Sylvie. Alors Laurent, vous êtes interpellé, il va falloir répondre brièvement, d'autant que plusieurs autres questions vous sont attribuées concernant les modalités d'évaluation dans les actions, mais aussi évidemment dans les appels à projets. Hein. Comment faire davantage non seulement référence, mais faire entrer en ligne de compte, plutôt que des critères quantitatifs, les dimensions relatives aux droits culturels. Donc, je vais peut-être vous demander 2 questions qui vont dans ce sens-là, de répondre en 1 minute pour chacun de ces, donc en 2 minutes à ces questions. Alors, je ne vois pas l'icône de Laurent Roturier. Peut-être a-t-il été appelé à la même réunion que Noël Corbin, qui me dit, et je vous en fais part, je suis confus de devoir vous quitter, mais je suis certain que Laurent Roturier pourra répondre à toutes les questions qui concernent notre action. Bon, alors, on ne va pas interpréter ça ici comme une esquive des questions qui ont été posées. Moi, je voudrais quand même faire écho à ces demandes concernant l'évaluation, qui est jugée très importante, pas simplement dans ses résultats, mais aussi dans son processus par la plupart des acteurs publics intéressés aux droits culturels, et qui font valoir que l'élaboration même des modalités de cette évaluation pourrait faire l'objet de davantage de consultations, concertations, coopérations. Peut-être d'ailleurs, chère Sylvie, un cahier des charges doit-il prévoir des modalités d'évaluation qui laissent toute leur part à l'aspect subjectif et qualitatif des choses, et pas simplement à l'aspect quantitatif. Une question d'ailleurs porte de quelqu'un qui signe Le Bissonnais. Je pense que c'est monsieur ou madame Le Bissonnais, je ne sais pas, sur l'évolution du cahier des charges de passeur d'images, qui pourrait peut-être, compte tenu de son importante expérience en la matière, inclure aussi explicitement la notion de droit culturel. Est-ce que, à défaut du ministère, peut-être François, sur cette question de l'évaluation que tu as bien rencontrée dans plusieurs des expériences que tu as mentionnées? Oui, tout à fait. Je partage ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui ont pu être cités par les uns et par les autres sont aussi marqués par la question de l'évaluation, avec un élément qui me semble être extrêmement important, c'est que ce ne sont pas forcément uniquement le résultat qui a été évalué,
mais aussi en très grande partie la démarche et le processus mis en œuvre. Et ça paraît comme ça assez évident, mais c'est un peu révolutionnaire dans nos politiques publiques. On reste quand même très marqué dans une culture française par une évaluation du résultat, qui d'ailleurs se traduit souvent plus par des bilans que par des évaluations, mais ça c'est encore une autre question, mais assez peu finalement par les process mis en œuvre. Or, je trouve ce qui a été vraiment assez marquant, hein, on aurait pu donner d'autres exemples, mais aussi bien pour les départements, les régions, ou les régions d'ailleurs, ou les communes que l'on peut connaître, c'est comment finalement a été aussi évaluée dans cette démarche-là, la démarche qui a été mise en œuvre, la manière de le faire, et comment, ça a été très bien dit aussi dans la première table ronde, me semble-t-il, comment ça impacte aussi les pratiques professionnelles, voire les statuts parfois même, de chacun d'entre nous. Pour continuer avec mise, oui, j'ai la confirmation par Laurent Roturi qu'il a dû nous quitter et qu'il doit malheureusement rejoindre une visioconférence suivante très amicalement. Effectivement, c'est le paradoxe de ces visioconférences, c'est qu'elles nous permettent une certaine ubiquité. Je souligne surtout cette question très importante relative à la participation des amateurs, de Marie-Claire Martel, qui demande si on ne pourrait pas tout simplement davantage soutenir ces pratiques artistiques et culturelles qui concernent quand même 16 millions de personnes au bas mot en France et qui semblent toujours relativement ignorées par les pouvoirs publics. Alors peut-être peut-on moduler cette critique en faisant observer que c'est dans beaucoup de collectivités territoriales une préoccupation assez importante et que dans les milieux artistiques, le rapport aux amateurs a beaucoup changé. Je crois qu'on peut en rendre justice aussi à la charte des missions de service public des établissements du spectacle vivant de 1998, au temps où Catherine Trottmann était aux affaires, qui a peut-être pas à elle seule, mais ouvert en tout cas une ère de pratique de création et pas simplement de transmission, de médiation ou d'action culturelle, impliquant ensemble assez étroitement des praticiens amateurs et professionnels. C'est bien sûr le cas dans l'éducation artistique et culturelle, mais je vois aussi comment dans plusieurs métropoles, des maisons des pratiques amateurs se mettent en place. Paris n'est pas du tout un exemple isolé en la matière. Une autre série de questions porte sur l'éducation artistique et culturelle et comme Marie-Christine Bordeaux est peut-être encore parmi nous, elle saurait y répondre encore mieux que moi en tant que membre du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Mais enfin, elle met en avant ces questions. D'abord, l'importance des dumistes, donc diplômés musiciens intervenant en milieu scolaire dans toutes ces pratiques d'éveil, de transmission, d'éducation, de réflexion autour des arts et de la musique, qu'elle soit instrumentale ou chorale. Je ne peux qu'aller dans ce sens-là, en rappelant tout de même que le sort des dumistes ne dépend pas que de la considération que leur porte le ministère de la Culture, mais aussi des emplois que leur proposent les collectivités territoriales et de l'ouverture qui leur est concédée par l'éducation nationale dans les différents établissements. Peut-être que tout de même le mouvement international, au moins européen, engagé en faveur d'une éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge, ira dans le sens d'un renforcement, en tout cas on peut l'espérer, du recours à ces excellents praticiens. Autre question sur l'éducation artistique et culturelle, évidemment, sur le rôle des associations et entreprises d'apprentissage qui peuvent également y être impliquées. Alors, je ne sais pas si Oui, François avait quelque chose à ajouter à ce sujet. Non, je ne sais pas combien de temps nous avons, je ne voudrais pas le monopoliser, je voulais juste revenir sur deux. Terminer dans 2 minutes, 3 minutes maximum. Alors, je vais très très vite.
Peut-être sur la première question, sur la participation des amateurs. Bon, la première, c'est que je renverrai bien la personne sur l'étude du Césaire Nouvelle-Aquitaine sur droit culturel et pratique en amateur, qui me semble être assez riche aussi dans le travail qui a été réalisé. Et puis, il me semble que ça lève finalement une nouvelle question qui rejoint aussi la question d'ailleurs du lexique et du glossaire, c'est qu'est-ce qu'on met exactement derrière le mot de participation. Et ça, il me semble que c'est un élément, alors il n'y a pas certainement pas de définition universelle à se donner. Au contraire, hein, il y a certainement des applications différentes suivant ce qui peut se dire dans les différentes collectivités ou territoires concernés. En tout cas, cette question de la participation, elle me semble assez fondamentale à poser finalement. Est-ce que c'est de la participation dans un résultat? La participation des amateurs, c'est une pratique et un résultat. Est-ce que c'est la participation dans le processus, c'est-à-dire est-ce qu'on peut agir sur ce processus, et où finalement, est-ce que c'est la participation dans un cadre, c'est-à-dire qu'on agit sur un cadre de politique publique, et là, c'est encore une autre dimension. Et la deuxième chose, sur l'éducation artistique et culturelle et la question des dumistes, on parlait beaucoup d'intersectorialité tout à l'heure en parlant de la culture, du lien social et de l'action sociale, comme Laurent Lautirier l'a fait. On pourrait parler de culture et économie, culture, aménagement du territoire, culture et environnement. Je tiens à dire que l'intersectorialité, elle commence déjà dans le champ même de la culture. C'est-à-dire que les dumistes ne sont pas toujours intégrés dans les opérations d'éducation artistique et culturelle parce qu'ils relèvent parfois, et c'est ressenti comme tel, des enseignements artistiques. Et finalement, ces ruptures, et ces textes de loi différents, mais aussi ces ruptures, elles sont aujourd'hui aussi à transformer dans notre propre secteur. Pas très longtemps, un conservateur du patrimoine me disait alors vous, dans la culture, alors là, j'ai eu un moment difficile parce que je pensais que le patrimoine était quand même dans le champ du domaine culturel. Mais vous voyez, on est encore sur des éléments comme ça. Et la question des dumistes, par exemple, ne me semble pas toujours intégrée dans la question de l'éducation artistique et culturelle, alors que naturellement, bien sûr. Et que la question, par exemple, du livre et de la lecture non plus de la même manière. Mais quand on travaille sur des contrats territoriaux, et que l'on ramasse un petit peu les morceaux et qu'on inventorie tout ce qui existe, on se rend compte que finalement, ça ne rentre pas toujours dans le champ de ce que les personnes auraient rentré naturellement dans le AC. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, l'association des centres de formation des musiciens intervenants le rappelle énergiquement chaque fois qu'elle le peut et à bon droit. Alors, comme il nous reste très peu de temps et que je voudrais quand même laisser le mot de la fin à la présidente du comité d'histoire, Maryvonne de Saint-Pulgent, je pense que Fabienne Manguy ne m'en voudra pas trop qu'on ne revienne pas sur la convention de Faro, dont elle demande comment les initiatives du ministère pourraient favoriser la reconnaissance, en tout cas celle des structures et collectivités qui y ont adhéré, le ministère n'étant plus représenté par ses directeurs ou délégués généraux dans notre échange. Je ne vais pas répondre à leur place. Et puis, on a un peu traité l'angle juridique de cette question dans la précédente table ronde. En revanche, je vais m'appuyer sur la pré-conclusion de François Poutier et sur la question d'Aline Rossard qui demande si le terme de dignité ne doit pas être systématiquement accolé à celui de liberté pour la mise en travail des droits culturels des personnes. Pour vous livrer ma propre impression. Il me semble que le terme de participation sur lequel tout le monde insiste, participation à la vie culturelle ou participation à l'élaboration des politiques culturelles, est évidemment un terme valise qui a sa place dans notre langage et dans nos échanges, mais qui ne dit peut-être pas entièrement ce que nous pouvons attendre d'un changement de mode opératoire dans l'offre publique. Il me semble que le terme d'implication est plus important. La dignité dont nous parle cette assistante à nos échanges me paraît acquise justement parce que les personnes peuvent se sentir partie prenante de processus dans lesquels ils se sont investis. Et c'est à travers cet investissement que la rencontre fait naître
une ouverture au point de vue de l'autre, à sa situation, à son parcours de vie, à la culture dont il ou elle est porteur. Cette implication, simplement, il faut en créer les conditions. Et c'est là où, quelquefois, je peux différer du point de vue de celles et ceux qui insistent sur l'affirmation des droits culturels comme levier, comme moyen performatif, parce que je crois que je ne mets pas du tout en cause la sincérité et la pertinence de leur argumentation. Je crois simplement qu'il peut être nécessaire encore et toujours de travailler sur tout ce qui empêche ces capacités de se mettre en œuvre, c'est-à-dire les discriminations réelles, les inégalités réelles. C'est-à-dire qu'il ne faudrait peut-être pas que la nécessaire et attendue reconnaissance de la dignité de toute personne et de toute culture nous permette de passer sous silence les réelles difficultés de prendre part à la vie publique, de s'investir dans l'échange entre citoyens qui sont induites par les situations, les statuts, les précarités et les différentes inégalités, qu'elles soient d'ordre économique, de genre, d'origine ou de situation. Et c'est cette dialectique aussi, pas simplement entre liberté et dignité, mais aussi entre lutte pour la promotion de droits culturels et lutte contre des inégalités effectives et qui se traduisent dans le domaine culturel, mais qui s'y reproduisent aussi. N'oublions tout de même pas quelques 40 années de travaux de sociologie en la matière qui peut-être peut nous inciter à aller un peu plus loin dans la mise en œuvre de ces droits culturels, mise en œuvre effective et pas simplement déclarative. Mais j'ai déjà trop parlé, puisque l'heure pour Marie-Yvonne de Saint-Pulgent de nous quitter va bientôt arriver, donc je lui laisse encore la parole si elle est toujours là, mais oui, je le vois. Merci Marie-Yvonne en tout cas pour ce temps d'échange et merci Agathe Delègue pour cette excellente organisation de notre rencontre. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Pardon, mais je dois rejoindre Pascal Horry, hein, quelqu'un qui me connaissait un peu. C'est l'académie qui nous oblige. Et qui est en ce moment à la Fondation des Traits, moi aussi d'ailleurs. C'est pourquoi je dois aller très vite. Écoutez, merci beaucoup à vous tous, à tous les intervenants pour cette étape de la réflexion, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas conclure sur ce sujet, sur ces sujets, mais c'est bien la conviction du comité d'histoire, c'est que c'est un sujet actif. C'est un processus, comme l'a dit très bien Sylvie Robert. C'est un processus aussi pour les acteurs des politiques publiques. C'est aussi un processus pour les juristes parce que le résultat des politiques fait souvent l'objet de normes, voilà, une fois qu'on a pu les constater, voilà, ou les manques de cette politique peuvent faire l'objet de normes. Donc, voilà, c'était des échanges extrêmement complémentaires. On vous remercie tous. Il y a quand même eu un grand absent. J'ai vu que la question avait été posée, mais mal comprise. Les enseignements artistiques, ça n'est pas l'éducation artistique et culturelle, ce sont les enseignements artistiques, c'est-à-dire les enseignements spécialisés. Voilà, la formation des professionnels. Et les dumistes en particulier font partie de cet ensemble des politiques publiques de la culture. Et on voit bien aussi que la question des enseignements artistiques spécialisés n'est pas non plus étrangère à la question des droits culturels. Et je profite pour rappeler un autre partenaire essentiel de la formation des dumistes, c'est l'université, car c'est un diplôme universitaire. C'est un diplôme Bac+3, équivalent licence. J'en parle parce que je m'occupe d'un pôle d'enseignement supérieur artistique et donc je m'occupe de la formation de ces professionnels. Voilà. Merci à vous tous et on aura l'occasion de se reparler dans d'autres conférences organisées par le comité d'histoire, mais aussi dans d'autres cénacles. Et en particulier, je remercie beaucoup les professeurs de s'emparer de ce sujet. J'en profite pour indiquer à propos des questions des cahiers des charges, ce type de questions aussi, du problème de la liberté des professionnels artistiques, pour signaler un colloque que nous organisons avec le Conseil d'État en novembre prochain
sur le service public culturel, où nous aurons à réexaminer cette question avec peut-être d'autres acteurs, d'autres intervenants ou certains des intervenants d'aujourd'hui. Voilà, je voulais vous remercier très sincèrement et remercier tous les participants nombreux qui ont bien voulu assister à nos débats, poser des questions toutes pertinentes. Et désolé pour le fait qu'on n'a pas pu y répondre complètement et de façon exhaustive, mais ce sont des questions compliquées, voilà, comme on l'a vu tous. Merci infiniment et merci aux modérateurs de ces débats. Et merci à tous les participants, encore une fois. À bientôt.